Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. La délégation du Fonds monétaire international FMI a félicité le Rwanda pour ses efforts visant à stabiliser son économie et à rechercher des solutions pour atténuer l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient. À l'issue de sa mission de 2 semaines au Rwanda, durant laquelle elle a examiné la gestion des changes et les performances économiques du pays, la chef de la délégation, Tuna Mama, s'est déclarée satisfaite des résultats obtenus par le Rwanda sur les points abordés. Gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, Soraya Hakuziyaremye, a expliqué que face aux défis persistants à l'échelle mondiale, le Rwanda continue de prendre des mesures pour protéger sa monnaie d'une nouvelle dépréciation. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, a indiqué que les mesures immédiates prises par le Rwanda pour faire face à la fluctuation des prix incluent la souscription d'un prêt auprès du FMI afin d'aider les entreprises à répondre à leurs besoins. Le prêt supplémentaire sollicité par le Rwanda auprès du Fonds monétaire international s'élève à 250 millions de dollars américains, prolongeant ainsi la période de remboursement de 38 mois. Il sera décaissé en juin après approbation du conseil d'administration du FMI lors de sa prochaine réunion. Ce prêt est accordé en raison des bons résultats du pays dans l'utilisation et le remboursement des autres prêts obtenus à différentes périodes. La délégation du FMI a exhorté les institutions compétentes à poursuivre leurs efforts pour maîtriser la dépréciation du franc rwandais qui devrait passer de 9,2% actuellement à 5% à moyen terme, conformément aux objectifs de la Banque nationale du Rwanda. À présent, certains dirigeants ayant participé au forum de l'AGRA ou encore Alliance pour une révolution verte en Afrique estiment que le rôle des États est essentiel dans le développement du secteur agricole. Ils ont souligné également que les solutions aux défis de ce secteur ne devraient donc dépendre uniquement de l'aide étrangère, exprimant ainsi leur confiance sur les capacités locales. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Ce forum réunit des chercheurs, des experts, des investisseurs, des responsables politiques, ainsi que d'autres acteurs liés à l'agriculture et à l'augmentation de la production. Il se tient à un moment où le continent africain compte environ 1,2 milliard d'habitants, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2050, nécessitant une augmentation annuelle de 3% de la production alimentaire. Face à l'intensification des effets du changement climatique, l'agriculture africaine est appelée à se réinventer à travers des solutions innovantes et durables. De la modernisation des pratiques agricoles à la digitalisation des systèmes, en passant par l'accès au financement et implication des jeunes. Les enjeux sont multiples et urgents pour garantir la sécurité alimentaire du continent. Dans cette dynamique, Dr Solange Owituze, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, revient sur l'importance de l'innovation, de l'investissement et de la mobilisation collective pour bâtir une agriculture résiliente et créatrice d'emplois. L'innovation surtout va se focaliser sur le changement climatique, parce que nous voyons de plus en plus que le changement climatique devient de plus en plus évident. Et du coup, on doit chercher les innovations en termes d'irrigation, en termes d'utilisation des intrants agricoles et surtout en termes de digitalisation des systèmes de vulgarisation, des systèmes d'accès aux finances pour qu'on puisse cultiver d'une façon qui n'est plus traditionnelle mais plutôt moderne et aussi sensible aux changements. Dans un contexte marqué par des défis croissants liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire en Afrique, les acteurs du secteur agricole sont appelés à repenser leur stratégie. L'innovation et le financement et l'implication du secteur privé apparaissent aujourd'hui comme les leviers essentiels pour transformer durablement le système alimentaire du continent. À ce sujet, Ahmad Patsen, directeur du secrétariat du Forum AFS, met en lumière le rôle central du secteur privé, l'importance de créer un environnement favorable aux investissements et la nécessité de renforcer la résilience agricole pour répondre aux besoins futurs. Le secteur privé, en fait,
normalement, c'est le maillon central lorsqu'on parle d'agriculture. L'agriculture, c'est un business. Et donc, quand on parle business, on parle du secteur privé sur toutes les chaînes. Donc, que ce soit au niveau de la recherche, le secteur privé doit y être pour pouvoir amener les inputs nécessaires dans le secteur, dans la production, dans le processing et la transformation jusqu'au marché. Mais aussi dans le financement et également tout ce qui est assurance pour pouvoir donc dérisquer. Donc le secteur privé à tous les maillons de la chaîne doit y être. S'il n'y a pas de secteur privé, il n'y a pas d'emploi. Donc l'État ne crée pas des emplois, l'État crée l'environnement des affaires, l'État crée la régulation, l'État crée les règles du jeu avec bien sûr le secteur privé pour s'assurer que ce secteur privé-là trouve son intérêt dedans. Et donc forcément, les États doivent revoir également les réformes qu'il faut pour pouvoir aider donc le secteur privé à aller de l'avant. À titre d'exemple, par exemple, quand on veut investir, il s'agit de contrats, il s'agit également, tu vois, de la législation en vigueur, qu'il s'agisse également des réalités dans certains pays locaux qui font que, par exemple, les femmes ne peuvent pas accéder à la terre, ou en tout cas les jeunes ne peuvent pas. Donc tous ces goulots d'étranglement, c'est à l'État de pouvoir les enlever. Il s'agit des titres fonciers pour accéder également, qu'il s'agit également de la sécurisation des investissements pour pouvoir donner également voilà, cette confiance-là aux investisseurs de venir. Donc tous ces éléments-là font partie donc du enabling environment qui doit aider donc le secteur privé à se sentir à l'aise pour dire que je suis prêt à opérer dans cet environnement-là. L'environnement africain, il y a déjà les opportunités. On a 60% des terres arables, on a du soleil pour faire donc de l'énergie, on a beaucoup d'eau, donc que ce soit de l'eau de surface ou de l'eau souterraine. On a également de l'eau pour produire de l'énergie, pour pouvoir faire donc la transformation, mais également énergiser complètement les systèmes alimentaires. Tous ces acteurs-là, y compris également la finance, donc ils ont envie de sécuriser leurs investissements, il faut partie du secteur privé, mais également c'est le jeune qui est assis et qui trouve que le secteur agricole peut être un secteur porteur et qui doit donc y aller et investir, et qu'on puisse lui donner les moyens de pouvoir commencer à livrer par exemple de la nourriture avec une moto. Donc il est là, c'est un acteur du secteur privé qui doit être donc à l'aise pour pouvoir se lancer et de gagner de l'argent. Et l'agriculture, c'est vraiment nourrir et gagner de l'argent. Et je pense qu'une fois que tous ces mécanismes-là sont faits avec le gouvernement et le gouvernement avec le secteur privé, on sera capable donc d'accélérer cette transformation et avoir notre place dans le concert des nations. Ce forum coïncide également avec la célébration de 20 années de l'AGRA, marquant son rôle dans la promotion du développement agricole et de l'élevage en Afrique, ainsi que dans le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Ces efforts ont favorisé les investissements et créé des emplois, notamment pour les jeunes. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC et d'autres institutions dont l'organisation Avega Gahozo ont tenu une conférence de presse au programme de soins de santé mentale qui seront mises en œuvre à l'occasion de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, a indiqué qu'en 2025, année de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, 2666 personnes ont été identifiées comme ayant subi un traumatisme. RBC a précisé que le nombre de personnes touchées par un traumatisme se répartit comme suit: 667 à l'est, 520 à l'ouest, 183 au nord, 597 au sud et 699 dans la ville de Kigali. Par tranche d'âge, 10% des personnes touchées ont moins de 31 ans, tandis que 90% ont 31 ans et plus. Le mouvement de retour volontaire des Rwandais ayant fui le pays et qui ont été pris en otage par les forces génocidaires en RDC se poursuit depuis que l'étau qui les empêchait de rentrer se soit desserré. Le Rwanda a accueilli quelques 133 Rwandais de retour des forêts de la RDC. Ils sont entrés au principal poste frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à la Corniche. Moulinois Prosper, maire du district de Rubavu, leur a dit qu'ils avaient fait le bon choix en rentrant, ajoutant qu'ils étaient arrivés dans leur pays, qu'ils les aiment et qu'il ne restait plus qu'à les accompagner dans leur développement.
Le ministère de la Santé a exhorté les habitants à prendre des précautions pour prévenir le paludisme et les invite en cas de symptômes à consulter immédiatement un médecin. Au centre de santé de Lubungo, en secteur de Ndera, du district de Gasabo, 4325 habitants ont présenté des symptômes de paludisme au cours des 3 derniers mois, dont 1430 cas ont été confirmés. Le médecin du centre, Willy Mana Confiance Rosine, a expliqué que la plupart des patients traités ont présenté des symptômes de paludisme. Certains habitants ont affirmé poursuivre leurs efforts de prévention et ont apprécié le programme gouvernemental de pulvérisation d'insecticides dans leur habitation. Les districts de Kigali figurent parmi les plus touchés par le paludisme. Les statistiques ont montré que sur les 96 secteurs présentent la plus forte incidence de paludisme dans le pays, dont 95% se situent à Kigali. On compte entre 100 et 1000 habitants atteints de cette maladie. Certains commerçants ont indiqué avoir mis en place des mesures pour protéger leurs clients des piqûres de moustiques, car ces derniers ont tendance à venir la nuit. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, a affirmé que les diverses mesures ont été prises pour protéger la population, car les changements de mode de vie figurent parmi les principales causes de cette maladie. Les chiffres de l'Institut national de la santé ont montré qu'en octobre 2025, 170 000 cas ont été recensés au Rwanda, 163 000 en novembre et 58 000 en février 2026. Concernant le paludisme, le nombre des cas a également diminué, passant de 300 à 400 à 220 cas par jour. On déplore 10 décès à l'échelle nationale. Et des étudiants, notamment ceux qui suivent des études en santé publique à l'université du Rwanda, ont souligné la nécessité d'une collaboration entre différentes institutions pour prévenir les maladies liées au manque d'hygiène et à la malnutrition. Ces étudiants ont indiqué lors de leur stage ainsi que dans leur communauté d'origine, ils ont constaté encore des lacunes en matière d'hygiène et de préparation d'une alimentation équilibrée. Ils ont estimé que le manque de sensibilisation, de connaissances peut accroître le risque de contacter des maladies pourtant évitables. La présidente de l'Association des professionnels de la santé publique et enseignante à l'Université du Rwanda, professeur Nyirazinyoye Laetitia, a déclaré que les activités prévues dans le cadre de la semaine de la santé publique lancée ce mercredi incluent le renforcement des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir l'hygiène et une nutrition adéquate. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda, Dr Brian Cherombo, a souligné que la bonne santé est un pilier de la paix. Il a expliqué brièvement le lien entre la santé et la paix, tout en insistant sur le fait que selon les principes de l'OMS, leur interaction est fondamentale et essentielle. Il a rappelé que la santé de tous repose avant tout sur la paix et la sécurité. C'est la première fois donc au Rwanda que le Rwanda se joint au reste du monde pour célébrer la semaine de la santé publique sous un thème axé sur la promotion de la santé, de la sécurité des populations. Dans certains cas de quartiers de Kigali concernés par d'importants projets de développement, les habitants réclament des éclaircissements après des années d'incertitude qui les empêchaient de profiter pleinement de leurs propriétés. Nombreux sont ceux qui affirment que ces retards leur causent des pertes financières. Le point avec Patrick Nilidanti. Kigali connaît une transformation rapide avec d'importants projets prévus pour développer les infrastructures et améliorer la qualité de vie urbaine. Les habitants de ces zones se disent satisfaits de ces aménagements, mais les retards ont des conséquences néfastes. Il est clair que les habitants sont contents de ce projet, car la route a été élargie et sécurisée, comme vous pouvez le constater. Et les travaux se poursuivent. Certains habitants ont déjà été indemnisés et relogés, mais d'autres attendent toujours, sans savoir quand, ni même si leur situation évoluera. En secteur Kinyinya, c'est en district de Gasabo, où le projet des cités vertes est prévu, les habitants affirment que les retards prolongés ont perturbé leur vie et leurs moyens de subsistance. Une situation similaire se déroule en secteur Masaka du district de Kichukiro,
où des terrains ont été réservés pour des infrastructures de santé. Là aussi, les habitants indiquent vivre dans l'incertitude. Nous souhaitons que les responsables du projet des villes vertes viennent nous expliquer l'état d'avancement du projet. Ils devraient nous dire ce qu'ils comptent faire et quand, ou bien admettre son échec afin que nous puissions reprendre une vie normale. En tant qu'habitants, lorsque de tels projets arrivent dans nos quartiers, nous espérons qu'ils nous apporteront des opportunités. Mais pour l'instant, tout cela reste du domaine du rêve. Il est essentiel de savoir quand ces projets seront mis en œuvre ou non, afin que nous puissions enfin aller de l'avant. Ces préoccupations se reprises dans un récent rapport présenté par des parlementaires au ministère des Infrastructures suite à des visites effectuées dans tout le pays. Depuis 2022, date à laquelle FENARGOA a demandé à la ville de Kigali de suspendre la délivrance des permis et plus tard, après l'approbation du plan directeur en 2023, les habitants n'ont aucun droit sur leur terrain. Ils ne sont pas autorisés à y entreprendre aucune action et ont été informés qu'ils ne seraient pas indemnisés. Le maire adjoint de la ville de Kigali, chargé de l'urbanisation et des infrastructures, explique que certains retards sont dus à des contraintes budgétaires. Certains partenaires tardent à répondre. C'est ce que nous appelons le non-objection, pourtant nécessaire pour faciliter les procédures d'acquisition. Concernant le projet des villes vertes, le ministre des Infrastructures annonce qu'une décision sera prise avant la fin du mois de juin afin de protéger les intérêts des habitants. Il ajoute que les projets nécessitant une indemnisation et qui ne peuvent être menés à bien seront annulés, permettant ainsi aux habitants de recouvrer pleinement leurs droits sur leur propriété. Face aux difficultés rencontrées par les résidents qui se voient refuser l'aménagement de leur terrain, entre autres, nous avons un plan pour y remédier dans un avenir proche, au plus tard dans les 3 prochains mois. Pour certains, nous devrons élaborer des plans concrets afin de permettre aux résidents d'aménager leur propriété conformément à ces plans. Tous ces problèmes seront résolus très prochainement. Parallèlement, la ville de Kigali, en collaboration avec ses partenaires, dans le cadre du projet d'infrastructure de Kigali, prévoit de construire plus de 100 km de routes pavées et plus de 120 km de réseaux de drainage au cours de 3 prochaines années. Parmi les autres projets prévus figurent une nouvelle gare routière à Nyabugogo et des programmes de logements modernes à Kakiro. Pour de nombreux résidents, cependant, la priorité demeure claire, la certitude de leur avenir. Des experts en technologie financière venus de 15 pays d'Afrique et d'Europe se sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie. Au cours de cette réunion, ils ont souligné qu'il est temps pour les pays africains de tirer les enseignements des progrès accomplis par les uns et les autres compte tenu des défis et des solutions similaires auxquels ils sont confrontés. Il s'agit de la 4e édition du sommet sur les technologies de la microfinance, une initiative qui a débuté au Rwanda et qui rayonne désormais à l'international. Les précisions avec Patrick Niledandi. Si le Rwanda a réussi, pourquoi pas nous? C'est la question que se posent certains représentants de divers pays africains, dont la Tanzanie, après avoir pris connaissance de progrès réalisés par le Rwanda en matière de promotion de l'utilisation des technologies, dont les services financiers. Winnie Terry, directrice exécutive de l'Association des institutions de microfinance de Tanzanie, a déclaré que les pays africains devraient partager leurs solutions, car ils sont confrontés à des défis largement similaires. C'est important car c'est une plateforme où beaucoup d'entre nous apprennent de leurs pairs. Nous avons constaté que le secteur rwandais a progressé et à cet égard, il y a beaucoup à apprendre, tant en termes d'opportunités que des défis qui entravent encore les services des institutions de microfinance. Nos attentes sont élevées, mais l'essentiel est que nous, Africains, apprenions de nos pairs. Par exemple, au Zimbabwe, ce qui est fait pourrait facilement l'être en Tanzanie, car les systèmes africains sont similaires.
Pourtant, nous avons tendance à importer des solutions de l'étranger pour pouvoir les reproduire nous-mêmes. Parmi les participants présentant des services offerts par leurs institutions, on trouve une technologie appelée tirelire électronique pour enfants et Piggy, qui aide les enfants à ouvrir des comptes dans des institutions financières afin de leur apprendre à épargner dès leur plus jeune âge et soutient également des femmes dans l'amélioration de leur bien-être économique. Mama Bogas, who are ladies who sell vegetables at home in Kenya. Par exemple, les femmes qui vendent des fruits et légumes au Kenya pourraient accéder à ces plateformes en ligne et potentiellement obtenir de prêts et économiser leur argent. Le sommet sur les technologies de la microfinance, qui en est à sa 4e édition, s'est tenu pour la première fois au Rwanda en 2023 et en 2024, l'année dernière, au Zimbabwe. Cette conférence a réuni des participants de 15 pays d'Afrique et d'Europe, représentant des institutions technologiques et financières qui convergent vers les services des technologies financières. Les enseignants des membres de la coopérative Umgali Musako ont dénoncé les conséquences liées à l'obligation de présenter 3 garants pour obtenir un prêt sur salaire. Selon eux, cette pratique expose les garants à de lourdes charges lorsque l'emprunteur ne rembourse pas ou quitte son emploi, les contraignant ainsi à assumer eux-mêmes le remboursement. Ils demandent ainsi une révision de ce système qu'ils jugent préjudiciable pour leur famille. Reportage de Jean-Benoît Michel. Les membres de la coopérative Umgali Musako saluent néanmoins les progrès réalisés grâce aux prêts qui leur sont accordés. À ce jour, pour bénéficier d'un prêt sur salaire, le demandeur doit présenter 3 garants. Cependant, cette exigence n'est pas sans conséquence. Lorsque le bénéficiaire du prêt quitte son emploi ou se retrouve dans l'incapacité de rembourser, ce sont des garants qui doivent prendre en charge la dette, comme en témoignent certains enseignants. En cherchant d'un garant, il arrive que vous portiez un garant pour quelqu'un qui quitte ensuite son emploi. Vous vous retrouvez alors à rembourser à sa place. Cela m'est arrivé. La personne est partie à l'étranger et j'ai dû payer à sa place. À chaque salaire, j'ai constaté qu'on effectuait des retenues. Face à ces difficultés, les enseignants concernés ainsi que d'autres collègues demandent une réforme de ce système de garantie. Ils estiment qu'ils engendrent des conflits familiaux et des difficultés financières, notamment pour ceux qui se retrouvent à payer les dettes qu'ils n'ont pas contractées. De son côté, la directrice générale d'Umgali Musako, Wambaji Laurence, explique que l'exigence des garants vise à sécuriser les fonds prêtés et à éviter les pertes en cas de non-remboursement. Elle souligne également que ce mécanisme permet d'aider ceux qui ne disposent pas de garanties matérielles. Si nous accordons un prêt sans aucune garantie, cela comporte des risques. Par exemple, si une personne contracte un prêt sur 5 ans et quitte son emploi après 2 ans sans rembourser, les 3 années restantes deviennent difficiles à récupérer. Le système de garantie n'a donc pas été supprimé car il facilite l'accès au crédit pour ceux qui n'ont pas de garantie physique, notamment les jeunes. Par ailleurs, la direction de la coopérative indique qu'en 2025, Umgali Musako a réalisé un bénéfice de 17,1 milliards de francs rwandais contre 15,5 milliards de francs rwandais en 2024. Les dépôts ont augmenté de 9%, passant de 112 à 122 milliards de francs rwandais, tandis que le volume des prêts est passé de 201 milliards de francs rwandais en 2024 à 219 milliards de francs rwandais en 2025. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et surtout un très long week-end à vous tous.